Bonsoir aux téléspectateurs de KTO. Nous sommes réunis ce soir pour un débat d'actualité qui est un débat en même temps ancré dans une longue histoire puisque nous allons parler du thème de la guerre et de la paix au Proche-Orient. Pour en parler, pour en débattre ce soir autour d'un certain nombre de questions très nombreuses, nous aurons Antoine Assaf qui est écrivain, spécialiste des questions de stratégie et qui connaît bien le Liban. Nous aurons l'amiral Alain Oudot de Dainville qui a participé à des opérations de maintien de la paix dans la région, et Frédéric Ancel, spécialiste de géopolitique et maître de conférence à l'Institut d'études politiques. Pour commencer, permettez-moi de vous poser la même question à tous pour introduire le débat. Lorsque l'on observe ce qui se passe au Proche-Orient, ce que les anglo-saxons, les anglo-américains appellent le Moyen-Orient, on a l'impression d'une récurrence des conflits, des sujets de tension depuis des décennies. Et est-ce que cette impression de la permanence ou du surplace est justifiée ou pas? Je vais demander d'abord à Frédéric Ancel de répondre à cette question. Merci de me poser la question. Merci de me poser la question en premier. C'est un merci ironique. C'est très compliqué d'intervenir en premier lieu, mais je vais tenter de le faire tout de même, parce que ça ressemble un petit peu à un sujet de Sciences Po, c'est les constantes et les changements, en fait. Alors, je pense que depuis un certain nombre de décennies, les constantes priment au Proche-Orient. C'est-à-dire que nous avons plusieurs phénomènes qui ne bougent pas fondamentalement. Je commencerai par celui qui consiste dans l'instrumentalisation du religieux au profit du politique. Je pense qu'il n'est rien de plus faux que de considérer le conflit israélo-palestinien, vraisemblablement aussi d'ailleurs le conflit Iran-Irak de 80-88 et d'autres, comme des conflits purement ou intrinsèquement religieux. Je pense qu'il y a avant tout des conflits au fond très traditionnels, très classiques, de type territorial, des rivalités entre nations, le nationalisme concurrent, on a connu ça en Europe, fin 19e et début 20e, et davantage que des conflits purement religieux. En revanche, à chaque fois qu'il y a montée aux extrêmes, à chaque fois qu'il y a volonté de tendre le ressort des énergies nationales au sein de chaque camp, si petit, si communautaire soit-il, eh bien, on a recours aux religieux et de manière générale au communautarisme religieux. Donc ça, c'est une véritable constante. Pour le reste, je dirais que la lutte la lutte très âpre autour des frontières, c'est quelque chose de beaucoup plus classique, mais qui prévaut au Proche-Orient également, ou encore des phénomènes liés au partage ou à l'obtention de l'eau. Derrière tout cela, en toile de fond, il y a la sempiternelle souveraineté, et là aussi, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement constant. Amiral, est-ce que vous partagez cet avis de la constance, de la permanence avec l'œil du militaire? Oui, avec l'œil du marin, pardon. Je partage effectivement cette notion, cette idée de constance qui a été évoquée. On assiste effectivement dans ce territoire, dans cette portion du globe, à deux formes les plus fréquentes de conflits que l'on rencontre. C'est ce qu'on peut appeler la guerre du sol et la guerre des flux. Et nous, militaires, quand nous intervenions là-dedans, il n'était pas question de se mêler des guerres, pas question d'intervenir dans des affaires qui n'étaient pas les nôtres, mais nous venions pour maintenir la paix. Antoine Assaf? Moi, j'ai des angoisses depuis ma première leçon de catéchisme, où on parle du meurtre de Caïn et d'Abel. Et je me suis toujours posé la question, en allant contre mon théologien, qui était jésuite, donc subtil par définition, en lui disant, s'il a tué son frère, peut-être par jalousie de l'offrande, qui était plus belle, mais il faut aller plus loin. Je crois que parce qu'il savait que si Dieu approuvait cette offrande, lui, Caïn, et pas celle d'Abel, il aurait plus de pouvoir. Donc, dans cette région, le frère ne pardonne
pas 70 fois cette fois son fait. Donc il lui fait plutôt 70 fois cette fois la guerre. Et du coup, au lieu d'aller vers le pardon, on va vers la guerre. C'est le mystère de l'iniquité du mal. Et le problème religieux, politique, temporel, spirituel, c'est une question d'école scolastique. Il y a quelque chose de plus profond. Et sur cette terre où le Christ a choisi de s'incarner, il n'a pas choisi le pôle Nord, ni Sud, ni l'Alaska, heureusement pour nous et pour les pèlerins d'ailleurs. Si on va dans il a choisi cette terre et depuis, il y a un problème qui est récurrent, qui revient. Bien sûr, les statisticiens, les géopoliticiens ont le droit. C'est ce que j'ai entendu de les constater. Mais il y a quelque chose de plus profond qui dépasse et qui est lié justement à la destinée humaine et à son salut. Et qui est ce que l'homme doit assumer. Alors, je voudrais quand même vous poser une question. Je me tourne à nouveau vers Frédéric Ancel. On a l'impression qu'il y a un autre facteur de permanence qui est l'ingérence des puissances qui instrumentalisent les conflits ou qui les alimentent, qui quelquefois les subissent aussi. Est-ce que vous partagez cette vision des choses ? Oui, il y a ingérence. En même temps, je ne crois pas qu'il y ait ingérence exclusivement au Proche-Orient. D'abord, de 47 à 88, 9, avec la guerre froide, il y avait d'une manière ou d'une autre ingérence américaine et soviétique. Alors, plus ou moins directe, plus ou moins militaire, ou au contraire plus culturelle et politique. Mais de toute façon, l'ingérence, j'allais presque dire qu'à l'époque, elle était intrinsèque aux relations internationales et qu'elle concernait surtout ces deux grandes puissances. Bon. Ensuite, nous avons des facteurs permettant ou encourageant l'ingérence de puissances moyennes locales. Et je pense notamment au Liban. On voit que depuis quelques années, l'Iran, manifestant une politique d'expansion pan-chiite, appelons-la comme ça, manipule le Hezbollah, autrement dit une partie, pas toute, mais une partie de la communauté chiite libanaise. Les Israéliens se sont ingérés au Liban à plusieurs reprises, et notamment dans les années 78-83, avec en particulier une alliance avec les Maronites sur une représentation d'être des minoritaires dans un environnement majoritairement musulman, les chrétiens d'un côté et les juifs de l'autre. Et puis les Syriens, eux, ont manipulé absolument tout le monde systématiquement depuis 76, mais successivement. Bon. Et à chaque fois sur une base communautaire. Donc oui, je dirais qu'il y a des facteurs qui incitent à l'instrumentalisation et en même temps, je ne suis pas certain, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, que l'un des conflits les plus compliqués de la région, sinon le plus complexe de la région, le conflit israélo-palestinien, ne puise pas à ses propres démons. Je ne suis pas certain que ces dernières années, on puisse parler, depuis 15-20 ans, on puisse parler réellement d'ingérence de puissances étrangères. J'ai presque envie de dire, en guise de boutade, ou peut-être pour lancer le débat, à ce niveau-là, qu'il manque des interlocuteurs étrangers disposant de bâtons et de carottes susceptibles d'intéresser ou d'effrayer les protagonistes sur le terrain. Amiral, vous avez dit que les militaires avaient presque pour instruction, lorsqu'ils participaient à des opérations de maintien de la paix dans ces régions, de ne pas se mêler des conflits. En même temps, l'Occident a développé ces 20 ou 30 dernières années la notion de droit d'ingérence. Comment un officier se débrouille-t-il face à peut-être des instructions contradictoires de ses supérieurs d'une part et du pouvoir politique de l'autre ? Dans ces missions de maintien de la paix dans cette région, pour laquelle moi je ne suis pas le plus qualifié pour en parler, parce que j'ai participé à partir de la mer. Il m'est arrivé de temps en temps de mettre le pied à terre à Beyrouth, mais moi je participais principalement à partir de la mer et des airs, parce que je mélangeais les deux cultures. Ce que je peux dire, c'est que les positions qu'on nous a demandé de défendre étaient toujours des positions de dialogue et de consensus, et que notre mission principale, c'était de soulager la détresse des civils qui étaient les victimes de ces conflits, et de tenter de maintenir la paix, c'est le terme que tu utilisais. Ce qui est difficile là-dedans, c'est que nous partons sous résolution des Nations Unies pour faire des opérations de maintien de la paix. C'est les termes que vous avez employés au tout début. Or, qu'est-ce qu'il y a ? C'est dans des territoires où des belligérants se font la guerre.
Et donc, vous mélangez deux cultures, une culture de l'opération et une culture de la guerre. Et vous pouvez être conduit à assister à des atrocités, et ça vous marquera durablement parce que vous ne pouvez pas intervenir aussi librement que vous pourriez le faire, parce que votre mission, c'est ne pas de prendre parti ni de faire la guerre, c'est de privilégier le dialogue et le consensus pour la paix. Mais vous tirez à ce moment-là un bilan entièrement négatif de ces opérations auxquelles vous avez participé, ou bien vous leur voyez une utilité ? Le bilan négatif, c'est les pertes en vie humaine, auxquelles le président libanais, qui nous rend l'honneur de visiter la France aujourd'hui, a rendu hommage. Mais le bilan positif, c'est toutes les vies qui ont été épargnées. Et le bilan est extrêmement positif pour ça. Antoine Assaf, je réagis à ce que vient de dire Frédéric Ancel, qui parlait à propos du conflit israélo-palestinien des démons propres aux belligérants et aux acteurs impliqués dans ce conflit. Quand on regarde le Liban, on a l'impression que là aussi, il y a des facteurs endogènes, au-delà de l'ingérence de telle ou telle puissance. Est-ce que vous pensez malgré tout que la société libanaise, malgré le caractère très précaire de la situation aujourd'hui, est en voie de surmonter un certain nombre de ces démons endogènes, de ces facteurs de division, ou bien vous avez le sentiment de quelque chose de très fragile, qui reste très fragile ? La nature humaine est fragile, puisque nous sommes mortels. D'ailleurs, c'est pourquoi on se fait la guerre, parce que je ne vois pas un soldat tirer sur un éternel. Il ne le tuerait jamais. Donc on se tue parce qu'on est mortel. Mais je crois profondément que nos démons au Liban sont les démons du monde. Quand vous parlez de l'Occident, de l'ingérence occidentale, l'Occident s'est toujours tourné vers l'Orient parce qu'il y a eu un incident terrible. Vous voulez séparer le temporel du spirituel? Certes, la laïcité est bonne comme une méthode humaine pour vivre pacifiquement avant de s'entretuer avant la mort, je dirais. Mais ils se sont retournés vers là où est née la civilisation, que ce soit l'alphabet ou le système monétaire ou la navigation phénicienne ou le secret de l'étoile polaire pour les Grecs, mais ils se sont retournés aussi vers là où un sacré rabbin de Nazareth a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Et depuis que ce soit les pécheurs qui l'ont suivi, ou il a perturbé le monde, on a beau dire, la cause de la guerre, elle est là. Il y a une cause religieuse profonde. On a raison de dire qu'il ne faut pas l'utiliser, la religion, pour la guerre, mais ces peuples qui sont là depuis les origines, depuis l'alliance d'Abraham pour les Juifs qui est arrivée, comme vous savez, de l'Irak, de Ur, depuis ceux qui sont remontés d'Arabie avec l'appel de Mahomet qui était un appel à la guerre, à la conquête et en même temps au Dieu unique, à tous ces Phéniciens, Cananéens, toutes ces populations de la côte, qui est la côte des croisés aussi, par où sont arrivés. Chaque fois que l'occidental, depuis Charlemagne, se retournait pour venir en pèlerin, mais il venait accompagné de chevaliers. Il voulait sauvegarder les lieux où il priait. Et vous continuez à travers les siècles, jusqu'à nos jours, le Liban vit sur une terre où l'homme qui prie, le moine qui prie, a envie de dire à son ennemi le plus proche, laisse-moi prier dans mon église. S'il se sent un peu trop agressé, il transforme son couvent en forteresse. Les chrétiens de Liban ont vécu cette situation sous Byzance. La preuve, les chrétiens maronites, qui sont catholiques d'ailleurs, on les appelle marones selon leur saint, comme François. Mais vous regardez le président libanais aujourd'hui, quelle absurdité de dire que ce président doit être par la Constitution même et le pacte chrétien et même maronite et catholique. L'orthodoxe n'a pas le droit. Est-ce l'apartheid? Non. C'est la réalité historique qui a fait que la résultante est la composante des extrêmes, sunnites, chiites, druzes, qui entre eux se regardent comme des chiens de faïence. Que fais-tu dans ma région du Chouf, dit le druze aux chiites? N'y va pas plus loin, c'était la guerre de Hezbollah, la dernière. Le sunnite qui regarde l'Arabie saoudite d'un côté et puis l'Iran de l'autre, bien sûr, l'alliance iranienne. Mais le chrétien est là, il se trouve, par sa religion, par tout ce qu'il a donné à cette terre, la labourant, comme au temps des patriarches, donnant l'éducation, les écoles du sud du Liban, de Nakoura, la religieuse que j'ai rencontrée, qui a refusé d'être évacuée par l'amiral Allemagne en 2006, quand l'amiral Odo-Dainville lui a donné l'ordre d'aller évacuer la communauté franco-libanaise. Elle avait 85% de chiites dans son école. Elle n'a pas été évacuée. Donc le chrétien joue le rôle de cet arbitre qui tempère les extrêmes, même quand il fait la guerre comme une milice. Et ce démon du Liban, il est là, il est tempéré peut-être par le salut qui viendra justement de cette vocation profonde qui est celle de la civilisation de l'amour là-bas. Alors, je vous entends bien. Nous allons reparler du facteur religieux, bien sûr, mais je n'annonce pas pour autant à d'abord faire le tour des questions
des questions matérielles, des questions proprement temporelles, nous dirons dans ce cas-là, parce que elles sont nombreuses. Frédéric Rancel, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, ce que vous avez dit à l'instant. Vous avez parlé paradoxalement d'une certaine faiblesse des puissances extérieures. Ça peut sembler paradoxal. Alors effectivement, on peut penser à Bill Clinton qui ne s'engage pas beaucoup après les accords d'Oslo pour suivre de près leur application. C'est une thèse qui a circulé. Mais quand on pense à la présidence américaine de George W. Bush qui vient de s'achever, on a au contraire l'impression que les choix géopolitiques des États-Unis dans le monde, pas simplement au Proche-Orient, mais dans le monde, ont pesé énormément sur ce qui se passait, ne serait-ce que par la guerre d'Irak. Alors bien sûr, une question aussi qui va surgir immédiatement après, à propos du nouveau gouvernement américain, celui de Barack Obama. D'abord, je ne partage pas du tout votre constat selon lequel Clinton n'a pas fait grand-chose après Oslo. Jamais un président des États-Unis d'Amérique n'avait consacré autant de temps, autant d'efforts, autant de crédibilité, à la fois personnelle, mais beaucoup plus grave, diplomatique nationale, pour l'avènement, pour tenter qu'advienne la paix quelque part sur Terre. Non seulement Oslo, et ça n'a pas duré que le temps de la poignée de main un peu forcée entre Rabin et Arafat le 13 septembre sur les pelouses de la Maison-Blanche. Ça a duré tout de même 3 années pleines, ce processus, et puis après il s'est enlisé. Et non seulement donc il y a eu Oslo, mais il y a eu Camp David II. Camp David II, c'est 2000. Alors bien sûr ça échoue, et d'ailleurs on va en parler dans un instant. Mais avant que ça échoue en 2000, il y a eu encore autre chose en 99, une rencontre à Genève longtemps préparée par Clinton, le même Clinton, avec l'ancien président syrien Hafez al-Assad. Et alors tout cela a globalement, aujourd'hui en tout cas, plutôt échoué. Mais jamais aucun président n'avait consacré autant d'efforts. Et votre suite, en revanche, je la partage, et pour cause. Je crois que l'une des raisons fondamentales pour laquelle son successeur, Bush, fils, n'est pas intervenu au Proche-Orient. Alors bien sûr, en n'intervenant pas lorsqu'il y a une puissance plutôt importante et une autre plutôt faible, bien sûr, on favorise celle qui est plutôt importante, en l'occurrence Israël. Mais il n'est pas entré dans les débats, dans les questions de fond, précisément par crainte de tomber dans le piège dans lequel était tombé, à ses yeux, son prédécesseur. C'est-à-dire investir énormément du point de vue national et en retirer non seulement zéro, mais le retour sur investissement, c'était la guerre, le début de la deuxième intifada à partir de septembre 2000. Donc vous comprenez bien que dans ce schéma-là, Bush, qui en plus très objectivement ne connaissait rien aux affaires internationales, a évité de mettre le doigt dans cet engrenage, pensant, et pour le coup à juste titre, que s'il investissait une crédibilité très importante dedans sans parvenir à de véritables résultats, eh bien un peu partout sur Terre, pas seulement au Proche-Orient, des adversaires en profiterait en ricanant pour remettre un peu la pression sur les Américains ou les alliés des Américains dans la région respective. Et puis des partenaires se diraient, mais décidément, les Américains ne sont pas aussi forts que ça, et on va aller chercher, je sais pas, les Russes, les Chinois, les Indiens pour essayer de faire la paix chez nous. Et puis deuxième point, si vous le permettez, vous parlez de l'Irak. Moi, je suis de ceux qui pensent que depuis une bonne trentaine d'années, disons la mort de Nasser en 70, peut-être on peut remonter, je crois, un petit peu plus loin, peut-être à la guerre des 6 jours de 67, les différents conflits du Proche-Orient ne sont pas aussi liés et aussi, interactifs qu'on veut bien le croire. Il y a la guerre d'Irak, les 2 guerres d'Irak d'ailleurs, presque on va dire les 3 guerres d'Irak, depuis la guerre Iran-Irak de 80-88, me semblent pas extraordinairement liées dans leur cause au conflit israélo-palestinien, et l'inverse me semble tout aussi vrai. À chaque fois qu'il y a une montée de tension ou aux extrêmes, je reprends un terme clausewitzien, entre Israéliens et Palestiniens, ça vient plutôt de l'intérieur, et les guerres d'Irak ou du Golfe, donc appelons-les comme ça de manière générique, n'ont pas de lien avec le conflit israélo-palestinien, sauf, et je reprends un terme que j'ai pris tout à l'heure, que j'ai utilisé tout à l'heure, l'instrumentalisation. Alors bien sûr, de l'extérieur, on instrumentalise parce que ça permet de renforcer la force intérieure, la force de la cohésion de sa propre société, de ses soldats. On pointe le doigt sur l'ennemi extérieur. Alors bon, souvent c'est Israël. Israël, ils ont de quoi se défendre tout de même. Bon, mais en réalité, ce n'est qu'un prétexte. Et ce n'est pas pour cela qu'on se bat. Et je vous dirais, d'un dernier mot, c'est peut-être quelque part une bonne nouvelle. Il n'y a pas autant
d'interaction, et je ne crois pas qu'un conflit, ou le fait de résoudre un conflit au Proche-Orient permettrait de résoudre tous les autres, et encore moins la paix dans l'univers. Alors, on reviendra quand même tout à l'heure sur la question de l'Iran, et là, il semble bien qu'il y ait quand même des répercussions dans la crise actuelle et l'éventualité d'un conflit. Mais, Amiral, je voudrais vous demander, est-ce que vous percevez la puissance américaine, comme M. Ancel vient de la décrire, c'est-à-dire finalement peut-être moins engagée que ne le croient les médias et que ne veulent bien le dire les acteurs de la région ? De toute façon, la puissance américaine a évolué au fil des temps. Donc, jusqu'en 89, c'était l'affrontement des blocs, où là, il y avait une réelle puissance, et puis tout était tendu vers cet affrontement. Et effectivement, là, il y avait beaucoup d'interactions entre tout ce qui se passait dans un camp ou l'autre. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez des propos de la conférence de presse du général de Gaulle de 1967, fameuse pour autre chose que ce que je vais dire, mais il disait quand même, car tout se tient dans le monde d'aujourd'hui, sans le drame du Vietnam, le conflit entre Israël et les Arabes ne serait pas devenu ce qu'il est, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, il y avait effectivement deux puissances. Puis après 89, il y a eu une sorte de parenthèse stratégique où le camp occidental s'est réveillé sans véritable ennemi. Et le monde ensuite s'est recomposé et a pris la douche froide du 11 septembre 2001. Et à ce moment-là, les puissances, le système des puissances a commencé à se réorganiser, mais avec une approche beaucoup plus multipolaire. Et parce qu'entre-temps, sous l'effet du cycle actuel de mondialisation, il n'y a rien de nouveau dans la mondialisation, mais du cycle actuel, des puissances avaient émergé et ont leur mot à dire dans le concert des nations. Et donc le système de puissance aujourd'hui n'est plus ce qu'il était avant. Antoine Assaf, vous attendez quelque chose de nouveau de la présidence de Barack Obama dans la région ? Déjà, le Liban, après une génération qui est la mienne, parce que j'avais 17 ans quand la guerre a éclaté, ils peuvent que regarder d'un bon œil actuellement. Parce que ce qui s'est passé, c'est que... Et j'étais très frappé quand j'ai entendu Condoleezza Rice, d'ailleurs, faire une déclaration à Beyrouth, après avoir joué du piano, d'ailleurs, parce qu'elle est pianiste. Elle sort de l'université américaine, et puis sentimentalement, elle a dit « L'Amérique doit reconnaître 30 ans d'erreur dans la politique libanaise ». Elle a balayé absolument toute la politique américaine qui disait qu'il fallait une force de frappe arabe, et pourquoi pas la Syrie. Et Assad père en a profité pour complètement occuper le Liban, nommer les présidents, faire voter les ministres, ce qui a provoqué bien sûr la naissance des forces libanaises, l'alliance avec Israël, avec Bachir Jamaïl et son assassinat, et puis la paix en Galilée. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Bush, à mon avis, a joué très subtilement dans son roadmap, là, la feuille de route, sur la route libanaise. Car Chirac fait voter le 1556 la résolution qui stipule le retrait de l'armée syrienne, demande, et de la désarmement des Hezbollah, en plus, la 1701, et demande en plus à cela à son meilleur ami, Rafik Hariri, de demander lui-même, en tant que premier ministre sunnite, le retrait de l'armée syrienne. Il a beaucoup hésité, le malheureux. Il savait à qui il a fait. Et quand le rapport de Brametz, et maintenant que la Haye, donc des gens civilisés, s'en occupe, le tribunal international, il y a eu cette réaction de Hariri qui, en revenant voir son fils, lui a dit « C'est la première fois que le président Assad ne m'appelle pas par mon prénom ». Il lui a dit « Je casserai le Liban, je te casserai ». Justement, ça, c'est les propos que je n'invente pas, qui sont dans le rapport. Il a été assassiné. On verra les résultats sur les 22 assassinats, si c'est la Syrie directement, ou si ce sont des directeurs militaires, ou on verra. Mais le problème, c'est que, en jouant cette carte, la France, toute seule, ne pouvait pas faire la guerre à l'armée syrienne. Mais il y avait des symboles. L'ambassadeur Feldman, l'Amérique, ils ont fait comprendre à Assad que vous avez 2-3 semaines pour faire sortir vos 30 000 soldats, et c'est terminé pour le rôle de l'armée syrienne. Et ils se sont retirés sur la base fondée par l'aviation française de Rayak, très symbolique, c'est par là qu'au passé d'ailleurs les Normandy Nimitz. L'amiral est un pilote, il connaît lui-même le symbole de cette base, et le chef d'état-major de l'armée libanaise, il y avait Sleiman et d'autres, qui ont demandé à l'armée syrienne de sortir. Pour ma génération, c'est presque un miracle de ne plus avoir des soldats syriens qui vous arrêtent à l'aéroport de Beyrouth et qui vous disent, vous vous appelez Antoine Assaf, qu'est-ce que vous faites en France? Je vous enferme, je vous libère. On en avait marre.
Maintenant que la Syrie a accepté, dans son discours tout à l'heure, le président Sleiman a fait l'éloge des relations syro-libanaises. Il y a un drapeau libanais qui flotte bien sûr royalement sur l'ambassade libanaise à Damas, dans le beau quartier de Damas, pourquoi pas. Et bientôt, nous allons avoir un ambassadeur. Il paraît que c'est une ambassadrice et Assad a choisi une écrivaine syrienne plutôt que de nous nommer un Rustom Ghazal, chef des renseignements syriens. Ce qui aurait été louche pour nous. Bon, l'histoire quand même recommence et on est heureux. Mais l'Amérique a bien joué. Pour l'Irak et pour les autres feuilles de route et la création de l'État d'Israël, je crois qu'il faut revenir à une autre question pour le développement. À mon avis, de ce côté, les Libanais peuvent remercier Bush, peuvent remercier Chirac sur cette libération. Les conséquences doivent suivre et ils ne peuvent pas se plaindre. Le Liban n'est plus occupé par une armée étrangère. Donc en fait, Obama n'a qu'à prendre la suite. Mais Obama a félicité Sleiman et il a continué sur la voie de Bush de ce côté. Aucun président américain n'a réussi à donner cet ordre à l'armée syrienne. Reconnaissons-le. Ne disons pas que Bush prie avant que c'est un newborn, c'est un converti presbytérien, la théologie de pacotille qu'on fait autour de cet homme. Pour la question libanaise, Bush doit être remercié. Maintenant, pour l'Irak, l'Afghanistan et la question de la création de l'État d'Israël, il faut des nuances. Et on est prêt à le faire. Alors, même si j'ai écouté ce que disait Frédéric Ancel sur la non-interdépendance des conflits, il reste qu'aujourd'hui, il y a une inquiétude pour les acteurs de la région. Il y a aussi pour toutes les chancelleries, en particulier les chancelleries occidentales, qui est la crise iranienne, la crise avec l'Iran. La question de l'éventuel développement de la prolifération nucléaire, s'il était prouvé que l'Iran voulait développer et acquérir la bombe. Une crise qui dure depuis des années. On a l'impression que le gouvernement iranien joue au chat et à la souris avec les partenaires éventuels de négociation. En même temps, on voit bien que là, il y aurait, en cas d'escalade de la crise diplomatique, et même éventuellement si on allait vers un conflit, même limité, il y aurait des possibilités de déstabilisation. On parlait par exemple du Hezbollah tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est une question que je vous pose à tous les trois. Amiral, peut-être voulez-vous intervenir d'abord? Pour intervenir, pour dire que les diplomates ne restent pas les deux pieds dans le même sabot. Aujourd'hui, il y a des normes, pas des normes, il y a des discussions entre diplomates. Il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est qu'il y a des élections en Iran en juin de cette année et que ça sera très probablement un événement important pour l'évolution des relations dans ce pays. Et je pose une question à vous trois d'ailleurs. Est-ce que sur ce point-là, d'ailleurs, l'Occident n'en fait pas un peu trop en montrant ouvertement quelle serait sa préférence pour le résultat de la prochaine élection présidentielle, ce qui pourrait avoir un effet contre-productif? Frédéric Ancel. Moi, je pense qu'on en fait juste ce qu'il faut. D'abord, je rappelle que ce n'est pas que les Occidentaux. Il y a eu 4 votes contre l'Iran, dont 3 sanctionnant l'Iran après un premier vote en guise d'ultimatum, le 31 juillet 2006. Les 4 votes sont passés à l'unanimité des membres permanents du Conseil de sécurité. C'est-à-dire qu'il y avait les Britanniques, les Américains, les Français, mais il y avait aussi les Russes et les Chinois, qui ne se sont pas abstenus. Ils ont voté les sanctions. Donc ne disons pas que ce sont les Occidentaux. Ensuite, je dirais que, je reprendrai votre formule en l'accentuant, les Iraniens nous ont réellement roulé dans la farine. C'est-à-dire que, je pense évidemment au gouvernement iranien, et en particulier celui dominé par Ahmadinejad et les Pasdaran, gardien de la révolution, la branche la plus fanatique des révolutionnaires islamiques iraniens depuis 2005. Là où je rejoins l'amiral, c'est qu'il faut absolument attendre juin de cette année. Il y aura vraisemblablement un tournant, excusez-moi, j'ai envie de dire un tournant dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que soit le guide suprême de la révolution, qui a voix au chapitre, Ali Khamenei, encourage le maintien au pouvoir d'une équipe que j'appellerais dogmatique, et je pense, et je vous le dis comme je le pense qu'on va à la confrontation. Et je pense qu'on va à la confrontation militaire. Si les Iraniens mettent au pouvoir quelqu'un de pragmatique, je ne dis pas de modéré. Quelqu'un qui est en faveur de la lapidation des femmes, ce n'est pas un modéré. Quelles que soient ses convictions sur le nucléaire. Là-dessus, je suis extrêmement clair. Mais c'est un pragmatique. Quelqu'un qui n'a pas forcément envie de mourir tout de suite. Plus tard, on verra. Et sans qu'il soit un disciple de Georges Brassens, le fanatique pragmatique ne se dépêche pas. Il préfère mourir de mort lente et perdre le pouvoir le moins possible. Si c'est un fanatique pragmatique
qui prend le pouvoir, on peut discuter, et je suis très heureux de la nouvelle approche de l'administration américaine. En géopolitique, l'un des b.a.-ba de la géopolitique, notamment dans la combinaison du fort au faible, c'est la suivante. Le fort, il n'est pas fort parce qu'il a un bâton. Le fort est fort parce qu'il a un bâton et une carotte. Excusez-moi, je reprends l'expression de tout à l'heure. Et c'est celui qui va tenter de jouer l'un ou l'autre et qui aura en dernier ressort la décision, mais qui privilégiera, si c'est possible, face, entre guillemets, aux faibles, la carotte pour éviter que tout le monde y perde, y compris lui-même. Et je pense que la nouvelle administration américaine, tout en étant extrêmement ferme, il faut entendre les discours à la fois d'Obama et d'Hillary Clinton pour s'en convaincre sur le nucléaire iranien. Je pense que cette nouvelle approche est favorable. Et un dernier mot, si vous le permettez, si la communauté internationale, pas seulement les Occidentaux, je le répète, laisse l'Iran disposer d'une arme atomique dans les toutes prochaines années, parce que c'est demain, c'est pas dans 10 ans, à ce moment-là, le traité de non-prolifération de 68 sera battu en brèche. Il n'existera plus, de facto. Et des États du seuil, qui sont à quelques mois de disposer d'une bombe, qui ne l'ont pas fait pour des raisons politiques, mais qui pourraient le faire, je pense notamment au Brésil et au Japon. Très important, le Japon, dans le Pacifique, face à 3 puissances nucléarisées, Corée, Chine, Russie, dont 2 considérés comme hostiles. Donc ces États-là proliféreront. Et enfin, pour revenir au Moyen-Orient, pour l'Arabie Saoudite, la nucléarisation de l'Iran est un cauchemar. Est un cauchemar à plusieurs titres. Et l'Arabie Saoudite est alliée de Washington depuis février 1945. À l'époque, en février 1945, la Seconde Guerre mondiale n'est pas terminée ni en Europe ni dans le Pacifique. L'État d'Israël n'existe pas. Cette alliance a été signée pour 60 ans, elle a été prorogée ces dernières années. Elle n'a jamais été trahie. Les Américains, à mon avis, n'abandonneront pas les Saoudiens sur cette question-là. Antoine Assaf, je reviens plus précisément au Liban. Avec les questions que posent les liens entre le Hezbollah et l'Iran. Comment voyez-vous, puis si l'on imagine une escalade, un conflit même, ce que personne ne souhaite bien sûr, comment voyez-vous à ce moment-là les répercussions sur cette unité ou cette paix précairement retrouvée au Liban? Tout sera fondé sur ce qui, à mon avis, j'appelle le nœud et le fondement des liens entre l'Iran et tous les pays arabes, et même les Juifs, l'irrationalité. Quand j'ai assisté à l'élection du président Sleiman dans le Parlement, je voyais Kouchner, notre ministre, il écoutait, il n'avait pas de casque dans les oreilles. Il était en pays où on parlait arabe. Le seul qui avait des casques de traduction, c'était l'Iranien. Et quand un musulman arabe va rencontrer un Iranien, il y a toujours un interprète. Il refuse de parler la langue arabe. Il faut savoir que ce merveilleux général de guerre qu'était Mahomet, je laisse de côté les autres théologies, mais c'était quand même, après sa mort en 632, en 635, la Perse abbasside était déjà envahie. Et les Perses n'ont jamais accepté d'être arabisés complètement. Ils ont un chiisme spécial, il y a les Khatmis, les Khamenis, c'est une religion. Chez les Druzes, on est habitué, chez nous les Maronites, c'est tellement compliqué, les successions des livres de la raison, de la réincarnation, que c'est assez compliqué. On supporte ce qui est le chiisme iranien. Mais il y a une irrationalité telle que quand elle se traduit dans la stratégie militaire, les musulmans Hezbollah chiites sont mes frères. J'ai été éduqué chez les jésuites avec des chiites qui sont devenus des chefs de Hezbollah, qui ont fait des doctorats en général en chimie ou en aviation. On voit ce que ça donne. Mais quand vous regardez cette stratégie, elle est redoutable parce que le maire de Téhéran va débloquer 3 milliards de dollars pour la milice de Hezbollah, les 12 000 passent d'Aran sur les frontières d'Israël du Sud. Ils vont peut-être les aider, mais le jour où viendra, et ça nous l'avons vu après l'assassinat de Mougnier, qui est un Libanais d'une famille pauvre, qui était courageux, mais qui s'est impliqué dans des assassinats. Le Mossad a crié victoire sur son assassinat. Je ne crois pas que ce soit les Juifs qui l'ont assassiné. Aujourd'hui, il est remplacé par qui? Pas par un chiite d'un village libanais de Bint Jbeil. Non, il est remplacé par un Iranien. La mainmise est telle. Qu'a dit Ahmadinejad quand les familles de Hamas sont massacrées, comme ils disent, par les bombes et par les F-16? Il a dit « Je ne sacrifierai pas ma milice iranienne sur justement cette bataille de Hamas ». Il a envoyé un bateau humanitaire qui n'est même pas arrivé. On n'étions pas en Darfour non plus. Il n'est pas arrivé. Ce qui m'inquiète chez les Hezbollah, c'est qu'ils sont conscients. Et Nasrallah qui a appelé au soulèvement du peuple égyptien
Il s'est pris pour le pharaon d'Égypte à un moment. On lui a fait comprendre, Moubarak et d'autres, vous avez fait tuer 1500 de vos miliciens, déplacer 1 million de Hezbollah que le patriarche maronite a accueilli dans toutes les zones chrétiennes, et vous n'auriez pas pu résister plus avec ces déplacements. Donc, il y a dans la résistance de Hezbollah beaucoup de courage de la part de leurs soldats. Ils se battent pour leur maison, certes. Et quand le général Adam, israélien, a dit « Je me bats pas contre des miliciens, mais contre des soldats courageux », il a été limogé. Même si Limoges n'est pas en Israël. N'est-ce pas? C'est pour vous dire que les Hezbollah sont conscients aujourd'hui, et Nasrallah dans ses discours, brillant orateur, il y a toujours la notion. Nous sommes avec le grand fakir d'Iran, mais n'oubliez pas, nous sommes arabes. Nous ne sommes pas perses. Et cette nuance risque un jour de se retourner parce qu'après quand on a donné 3 milliards de dollars à la milice de Hezbollah, beaucoup d'Iraniens ont manifesté contre. Nous avons besoin de notre sécurité sociale, vous financez une milice Hezbollah, qu'est-ce qu'elle nous fait? Et Ahmadinejad leur dit, c'est notre armée avancée. Cela veut dire que s'il y a des guerres terribles qui sont déclenchées, et c'est ce que fait comprendre Barak et bientôt le ministre de la Défense, que ce soit Lieberman ou je ne sais pas qui arrivera, ou Livni s'il y a une alliance élargie, ils vont faire comprendre, les premiers massacrés seront les 160 villages du sud du Liban, et à ce moment-là, Ahmadinejad regardera, après tout, pourquoi pas massacrer, tuer des mercenaires que nous payons pour nous défendre. Et la guerre iranienne commencera au sud du Liban, avant qu'elle ne soit à Téhéran ou à Isfahan. Amiral, vous voulez dire un mot sur cette question de la prolifération nucléaire et du facteur nucléaire dans la région? Je crois que, vous savez, c'est un sujet effectivement très critique. Il y a des spécialistes qui travaillent sur le sujet. Il y a beaucoup de choses qui se disent qui n'est pas juste parce que les informations sont très protégées sur le sujet. Moi-même, j'en connais pas le quart de la moitié de ce qu'il faudrait. Et donc, je crois qu'il y a quand même, dans le monde suffisamment de diplomates, suffisamment d'hommes, de dirigeants qui ont intérêt à faire en sorte qu'il n'y ait pas un embrasement dans cette partie du monde pour que toutes les forces qui ont à travailler sur le sujet le fassent avec efficacité et avec la volonté de maintenir la paix dans cette région. Frédéric Ancel, vous évoquiez l'accord de 1944 entre Roosevelt et les Saoudiens, qui était, c'est au retour de Yalta, qui était février 1945, qui était lié entre autres, peut-être essentiellement même, à la question du pétrole. Mais en même temps, tout à l'heure, vous avez parlé du facteur de l'eau, dont il est certain que ça devient majeur dans la région. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu plus des facteurs matériels, vous qui êtes géopoliticien, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce que le pétrole perd de l'importance dans la région? Là, je m'éloigne peut-être du conflit israélo-palestinien. Est-ce que l'eau devient le facteur majeur de conflit? Non. D'abord, je pense qu'on a besoin des deux, et c'est pour des raisons très différentes. Je n'invente pas l'eau chaude là pour le coup, et je m'en excuse, mais on a besoin plus que jamais de pétrole. Simplement, très conjoncturellement, me semble-t-il, la crise faisant, on achète un petit peu moins. Enfin, les Chinois, les Indiens surtout achètent un petit peu moins, les Américains un petit peu moins de pétrole qu'il y a de cela un an. Je pense que ça repartira. Non, on a besoin du pétrole, et en particulier d'un pétrole peu cher à extraire, de bonne qualité. J'ai nommé le pétrole saoudien, entre autres. Enfin, le Golfe arabo-persique, juste un chiffre, fournit pratiquement 35% du brut mondial, et on est sur un brut en général considéré comme de très bonne qualité. Vous avez des raffineries sur place, ça gratte, ça sort. Excusez-moi, je vais un peu vite, mais enfin c'est comme ça que ça se passe. Les supertankers partent, franchissent d'ailleurs le détroit d'Ormuz, un rail maritime d'une quinzaine de kilomètres de large, dont l'Iran est riverain. Donc l'Iran est de l'autre côté, Oman, et ça part vers l'Occident et vers la Chine et l'Inde. On a besoin aussi de beaucoup d'eau. L'eau, il y en a, et il y en a énormément. Simplement, elle n'est pas très bien répartie. Elle n'est pas très bien répartie en fonction des actuels. Je ne remets pas en cause, bien évidemment, la transcendance et les plans divins, mais elle est mal répartie parce que sur le plan démographique, économique et industriel, nous avons un certain nombre de pôles, notamment au Proche-Orient. Restons sur cette région-là, mais on pourrait s'étendre. Et dans ces pôles-là, il n'y a pas forcément beaucoup d'eau. Alors évidemment, aujourd'hui, le centre industriel et économique du Proche-Orient, enfin l'un des centres les plus importants, c'est Israël. Bon, il n'y a pas beaucoup d'eau en Israël, et pour ne prendre que l'exemple du triangle de stress hydrique, donc de manque d'eau,
très important, l'un des plus importants au monde. Le triangle Israël, Palestine, ou territoire palestinien et Jordanie, on est quand même là sur une ligne rouge en deçà de laquelle il faudra peut-être pas encore déplacer des populations, mais il faudra sacrifier une partie de l'économie. Et dans l'économie, l'agriculture. Alors je vais vous donner simplement peut-être 2-3 exemples pour répondre à votre question concernant l'eau. On en parle peut-être un petit peu moins que le pétrole. Je crois pas que ce soit un facteur de guerre. À ma connaissance, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de guerre pour l'eau. Et par un faux paradoxe, l'eau a permis au moins un accord de paix le 26 octobre 1994 entre Israël et la Jordanie. Les Jordaniens ont dit à Israël, bon voilà quelles sont les conditions. Israël aussi a posé ses conditions, c'était pas trop difficile. Et la Jordanie demande que chaque année, Israël fournisse 50 millions de mètres cubes d'eau à la Jordanie. Bon, vous voyez, c'est vraiment le pauvre qui donne à l'indigent. C'est-à-dire que c'est bon, alors Israël te donne plus ou moins 50 millions par an. C'est sur 2 milliards de consommation israélienne et sur 300 millions de mètres cubes d'eau de consommation jordanienne. On est sur des chiffres extrêmement petits et en même temps, ça devient vital. Je dirais que la Turquie et la Syrie ont failli entrer en guerre fin 98, début 99. Les Turcs exigeant des Syriens le renvoi du chef du PKK kurde, Abdullah Öcalan. Alors les Syriens, comme toujours, font les matamores pendant 24 heures. Et puis les Turcs n'ont pas eu besoin d'amener leur armée à la frontière au niveau d'Urfa. Ils auraient été plus puissants que les Syriens. Ils n'ont pas eu besoin de le faire. Ils ont fermé l'Euphrate. Et c'est un pays d'amont. La Syrie est un pays d'aval. 24 heures plus tard, donc 48 heures plus tard, Öcalan se retrouvait expulsé. Le Mossad est allé chercher en Afrique et l'a donné à ses camarades turcs. Donc là encore, par un faux paradoxe, finalement, on a évité une confrontation de type militaire. Mais il y a eu rapport de force autour de l'eau. Dernier exemple que je voudrais vous donner sur Israël. Vous savez à quel point le sionisme s'est fondé sur la représentation très valorisante du travail juif de la terre, de la régénération en quelque sorte de l'homme juif par le travail de la terre qui avait été abandonné depuis 2000 ans, bref. Et d'où le kibbutz. Et un kibbutz de la vallée du Jourdain, chaud, dans la vallée du Jourdain, chaud et sec, c'est le Rift. On est à moins de 100 mètres d'altitude. En plus, ça irradie. Un kibbutz, dans les années 90, avait commencé à faire du coton. Inutile de vous préciser, ou je vous précise, que pour faire du coton, il faut de l'eau. Et puis alors, dans des quantités gastronomiques. Bien. Eh bien, le gouvernement israélien, dans les années 90, a dit, écoutez, c'est pas sérieux, c'est pas, vous faites quelques t-shirts, c'est pas possible. On est en train de restreindre l'eau, c'est pas possible. Et un puissant lobby, allez, appelons-le lobby juif, à la Knesset, est composé de différents députés de tous les partis de la gauche sioniste, du centre ou de la droite sioniste, se sont liés pour défendre le droit de ce kibbutz à produire du coton, c'est-à-dire à renforcer encore le sionisme. Et il a fallu que le gouvernement taxe la production de ce kibbutz à plus de 95% pour que, mais il n'a pas pu l'interdire, pour que ces kibbutz s'arrêtent. Tout ça pour vous dire que derrière des besoins, ce que vous appelez à plusieurs reprises matériels, il y a parfois, pas toujours, mais il y a parfois de l'idéologie. Et celle-là fait sens, en l'occurrence, en Israël, mais également chez les Palestiniens et en Jordanie. Alors, j'ai une question à vous poser à tous les trois. Finalement, on a peu parlé ce soir de la politique française dans la région. On a dit aussi qu'elle avait évolué avec l'élection d'un nouveau président en 2007. Comment voyez-vous la politique française dans la région ? Quel rôle la France peut-elle jouer ? A-t-elle un rôle à jouer ? Lequel ? Vous parliez d'Antoine Assaf du Liban. On a vu effectivement Jacques Chirac jouer un rôle essentiel. Est-ce que son successeur apporte quelque chose de spécifique, de nouveau, de votre point de vue ? Moi, je trouve que beaucoup de Libanais ont condamné l'attitude de Nicolas Sarkozy en invitant le président Assad le 14 juillet. Moi, je trouvais que c'était une belle carte maîtresse en politique, parce que la psychologie des Assad est une vieille psychologie, je ne veux pas la détailler ici, leur alliance avec la minorité maronite de Pcharré, cette alliance, la minorité alaouite avec les maronites, 12% des pays syriens qui contrôlent 75% de sunnites et font ce qu'ils veulent des 10% des chrétiens. Cette mentalité, il l'a bien comprise. Peut-être parce qu'il a des origines hongroises et que le hongrois, il y a eu un défi contre l'Empire ottoman qui fait qu'on prend le taureau par les cornes et dit voilà, je t'accorde, je te reconnais comme président, mais ce Liban qui nous est cher, maintenant tu vas lui donner une ambassade, tu as retiré ton armée, et c'est un tutoiement en politique qui fait du bien. Vous savez, un peu mafieux, mais moi je l'ai approuvé.
Et j'ai approuvé l'attitude de Sarkozy en invitant le 14 juillet, surtout que Assad, fils, a une très jolie épouse à regarder, aussi belle que la princesse du Qatar, et pourquoi pas, maintenant qu'on se mêle de la vie privée, depuis non-roi, bien sûr, bon, mais quand même, sur la tribune, il vaut mieux voir cela qu'autre chose. Et ça a donné des effets. La preuve, Assad a invité le général Aoun pour taquiner le patriarche maronite, mais le patriarche maronite est formé par les maronites et par les jésuites. Donc il a les deux esprits qui se mélangent, du guerrier et du diplomate. Il a dit, je ne suis pas jaloux de voir le général Aoun visiter la tombe de Sam Maroun qui est en Syrie et visiter les chrétiens d'Orient et faire la politique. Le général Aoun a fait la politique des protecteurs des chrétiens d'Orient pour gagner les élections. Bon, avec une stratégie avec les chiites d'Hezbollah, et le patriarche me l'a dit personnellement. Il m'a dit, je suis très heureux quand je vois un de mes paroissiens faire un pèlerinage sur la tombe de Sam Maroun. Et c'est ce qui se passe. Le pèlerinage d'Assad aux Champs-Élysées, je l'ai approuvé parce que ça donne à la Syrie une certaine rationalité qui fait défaut à côté des assassinats qu'il nous apporte. Alors, si vous me permettez, après la chronique de la Cour, je vais demander à l'amiral, qu'attendez-vous de la politique française dans la région? Je crois que actuellement, il y a une constance, c'est que la France ne soutient aucun parti au Liban, mais soutient uniquement le dialogue et le consensus. Mais par contre, la France a quand même un attachement avec le Liban, et dès qu'il y a une guerre, dès que la guerre reprend, la France vient au maintien de la paix. D'abord parce qu'elle est membre du Conseil de sécurité, et puis qu'elle se sent concernée. Et c'était quand elle a été l'une des premières à intervenir lors de la résolution 1701 des Nations Unies du 11 août 2006. Et donc la France se sent concernée pour maintenir la paix dans cette région. Frédéric Ancel, vous voyez quelque chose de nouveau dans la politique de Nicolas Sarkozy par rapport à celle de ses prédécesseurs? Je pense qu'il est, d'abord je pense qu'il est peut-être plus audible par le plus grand nombre au Proche-Orient. Il est peut-être plus que Jacques Chirac qui danse, et que François Mitterrand, parce que à plusieurs reprises, ces présidents n'ont pas eu, sinon jamais d'ailleurs, réellement l'oreille des Israéliens. Et les dernières années de Jacques Chirac, eh bien, c'est avec la Syrie qu'il y a eu brouille. Et là, pour le coup, je rejoindrai absolument ce qu'a dit Assaf, donc j'ai même pas besoin de rebondir dessus. Je pense que les Syriens avaient tout de même cherché, et à mon sens d'ailleurs le cherchent toujours, mais enfin. Et du coup, la politique, la diplomatie française était dans une certaine mesure coupée de protagonistes puissants quand même dans la région. J'ai le sentiment, c'est un peu tôt pour le dire, j'ai pas la certitude, j'ai le sentiment pour l'instant que depuis presque 2 ans, que la politique française est davantage audible, et puis il y a un volontarisme parfaitement évident. Alors on peut toujours parler de gesticulation en ricanant, moi je ricane pas de la diplomatie française lorsqu'elle est proactive. Moi je pense que la France, forte de ses valeurs et de ses soutiens et de ses alliés européens, entre autres, a voix au chapitre, non seulement au Proche-Orient mais ailleurs. Je suis très heureux par exemple que la France ouvre une base militaire aux Émirats Arabes Unis. Voilà de nombreuses années que la France n'avait pas ouvert, on a demandé aux Français, croyez pas qu'il s'agit de conquête impériale ou coloniale, une base quelque part dans le monde, comme par hasard c'est en face de l'Iran, et c'est là où coule beaucoup de pétrole. J'en suis très heureux, et je suis de ceux qui pensent que comme la nature, la géopolitique a horreur du vide. Si nous perdons de l'influence quelque part, de toute façon, une ou des puissances, locales ou mondiales, combleront la brèche. Hein. Alors on le voit parfaitement en Afrique. L'Afrique, c'est le paradigme de ce que je vous dis, avec notamment la Chine et les États-Unis, qui récupèrent les interstices qu'abandonne, volontairement ou pas, la France. C'est un autre sujet. Donc je pense qu'il y a un vrai volontarisme, que le discours de Nicolas Sarkozy, quand il est allé en Israël il y a presque 1 an, a été un discours extrêmement franc. Il a parlé de la nécessité de la création d'un État palestinien. Vous me direz, c'est pas nouveau, mais je vais peut-être me permettre de vous apprendre quelque chose. Dans les accords d'Oslo, signés entre Palestiniens et Israéliens en 1993, il n'y a pas une seule fois, vous m'entendez, pas une seule fois, le terme d'État palestinien. Pas une seule fois. Écoutez, donc, vous voyez, ça paraît totalement évident, ça l'est pour moi aussi, qu'il en faut un. Enfin, c'est pas si évident que ça. Donc, Sarkozy le dit, à 2 reprises à la Knesset,
avec beaucoup de fermeté, il dit aux Israéliens, ça suffit, la politique d'implantation dans les territoires palestiniens, mais en même temps, il a été très écouté parce que, depuis très longtemps, il est ami d'Israël. Et je constate qu'il reprend langue, à mon avis, c'est un peu prématuré, mais qui suis-je, avec les Syriens, et qu'il tente de faire revenir la France, à la fois sur le plan politique et sur le plan économique, y compris dans l'économie via des ventes d'armes. Pas de honte à ça, ou alors il faudrait que tout le monde se mette au diapason. Vous connaissez le fameux argument humaniste. Et je pense par conséquent que tout cela, pour l'instant en tout cas, donne quelque chose de très intéressant, même si je reconnais, pour être objectif, que la crise entre Israël et le Hamas, à laquelle qu'a tenté d'apaiser le président Sarkozy, je pense que cette crise ne s'est pas arrêtée grâce à la diplomatie française, mais au moins il y a eu effort. Amiral, la France a les moyens d'une politique active dans la région ? Très brièvement, parce que nous approchons de la fin de l'émission. Je pense que c'est évident que la France a les moyens, mais pas seule. C'est pour ça qu'il y a un système d'alliance, que la France rayonne sa puissance, qui est la puissance de ses moyens. Elle la rayonne au travers d'un système d'alliance, au travers de forums plus régionaux, et que c'est tout ça qui lui permet d'avoir son influence et d'utiliser ses moyens dans le traitement dans le maintien de la paix dans cette région. Antoine Assaf, et je vous demande vraiment de parler moins d'une minute sur cette question que je vous pose. La France joue un rôle, vous parliez de religion, on n'en a peut-être pas suffisamment parlé. Alors là, j'élargirais, disons, joue un rôle de rayonnement moral dans la région, toujours, à cause de son histoire, de votre point de vue? Bien sûr, je vous signale qu'une guerre nucléaire n'a pas besoin d'une minute pour être déclenchée, et que si vous regardez la France, il y a des vérités existentielles. Si vous enlevez le Liban, l'entrée au Proche-Orient sera interdite par la francophonie en France. Toutes les côtes comme on a de l'Afrique du Nord, la francophonie est en train de se perdre. Mais derrière la langue française, il y a une histoire. Le Liban sait très bien que la question d'Orient est née en 1857 avec l'arrivée en 1860 de la flotte d'expédition française. Là, on a pu commencer à sauvegarder les minorités des chrétiens d'Orient avec Napoléon III. Et progressivement, ça a mené à la création d'un grand Liban. Et progressivement, la France a retrouvé une place. Mais il faut revenir très loin, jusqu'aux croisades, pour savoir que là, il y a une alliance presque éternelle. Si la France perd sa place au Liban, elle perdra, à mon avis, une de ces ailes qui le font voler dans le monde. Et il faut la sauvegarder dans les vérités essentielles. Alors, messieurs, il me reste à vous remercier. En finissant, je mentionnerai deux ouvrages d'Antoine Assaf, Les Lettres à l'Amiral. C'est à votre voisin de droite que vous les avez écrites. À l'origine, j'ai les dédicacés à l'amiral, j'espère qu'il l'acceptera, et à tous les amiraux de France. De Frédéric Ancel, Géopolitique du sionisme. Je crois que vous publiez un ouvrage très bientôt, qui va être en librairie très bientôt, Horizon géopolitique, au Seuil. Il me reste à signaler aussi que nous avons vendredi et samedi au Collège des Bernardins un colloque intitulé « Prendre les moyens de la paix au XXIe siècle », où nous reparlerons aussi certainement du Proche-Orient, de ses aspects matériels, mais aussi des aspects religieux et spirituels que nous avons évoqués. Le prochain mardi des Bernardins sera consacré à la question de la valeur et du prix des œuvres d'art. Merci messieurs pour ce débat extrêmement fourni, et il me reste à remercier les téléspectateurs de KTO de leur écoute et à vous dire à la prochaine fois.